Eh bien, il est déjà en ligne. Alors, on va, avec beaucoup de plaisir, accueillir sur notre ligne le docteur Steve Ohana. Bonjour, Steve. Bonjour. Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité pour réagir à ce qui se passe actuellement en France, parce que vu d'Israël, eh bien, cela paraît particulièrement inquiétant, et nous voulions vous demander votre regard, qui est un regard, on va dire, à cheval entre la France et Israël. Comment vous comprenez ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les Gilets jaunes, avec ces dérives racistes et plutôt antisémites en particulier qui viennent de ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que c'est un mouvement qui est dans une situation qui est en train de déraper totalement, où on peut expliquer les causes de cet antisémitisme qui s'exprime? Pour moi, les Gilets jaunes, c'est un mouvement social. Un mouvement social qui a commencé le 17 novembre avec des revendications qui sont liées aux taxes, à la répartition des revenus, etc. Au départ, il y avait zéro antisémitisme dans le mouvement, vraiment zéro. Après, je pense que aussi bien les mouvements islamistes que les mouvements soraliens, dieudonistes ou autres anarchistes d'extrême gauche, etc., ont compris que tout l'intérêt qu'il y avait à s'infiltrer, à instrumentaliser, à récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, à mesure que la mobilisation populaire qui a porté au début le mouvement des Gilets jaunes faiblit, l'importance relative de tous ces mouvements de récupération grossit. Donc, ce qui fait que la proportion de Gilets jaunes qui semblent antisémites, etc., semble beaucoup plus grande qu'avant. Et pour moi, c'est ce qui explique ces dérapages. Mais pour moi, c'est-à-dire le fond du mouvement n'est pas antisémite, n'est pas antisioniste. Le fond de la France n'est ni antisémite ni antisioniste. Il y a un mouvement social, il est très légitime, ça on pourra en parler. Il y a énormément de choses qui ne vont pas. Et voilà, et puis derrière, des gens qui récupèrent. Oui, les gens qui récupèrent, c'est pas nouveau. Alors, mais Steve, les gens qui récupèrent, c'est aussi peut-être parce qu'on leur laisse la place pour récupérer le mouvement, parce que finalement, ce mouvement, il donne l'impression, dans sa dimension sociale, de s'essouffler un petit peu. Ouais, tout à fait. En fait, le gros problème, c'est l'absence de représentativité, c'est-à-dire de représentation. De leadership aussi. Voilà, de leadership, tout à fait. On a 4, 5, 6 leaders, voilà, et parmi ces 6 leaders, il y en a peut-être 2 qui sont complotistes, avec des thèses tout à fait complotistes et compatibles avec l'antisionisme, et puis le reste, des gens très bien, enfin honnêtement. Hein. Et les gens très bien ont du mal à se démarquer complètement. On sent bien qu'eux-mêmes sont menacés, parfois physiquement, par les plus radicaux, donc c'est très difficile. C'est très difficile aujourd'hui. Et n'est-ce pas aussi l'absence de véritables enjeux, on va dire, en dehors du fait que l'on dit qu'il y a des problèmes en France, que l'on veut, dirons-nous, destituer Macron ou même le remplacer, c'est-à-dire, on a l'impression que ce mouvement ne sait pas véritablement que revendiquer de manière précise, ponctuelle, et que avec ce vacuum, eh bien, finalement, il laisse entrer des revendications qui peuvent aller jusqu'à cette expression d'antisémitisme. Oui, en fait, il exprime un malaise, ce mouvement, avant d'avoir des revendications précises. Et le malaise est complètement justifié. Oui. C'est un malaise de dépossession démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les leviers du pouvoir, tous les leviers de décision n'appartiennent plus à la nation. Ils sont ailleurs. Ils sont à la Banque Centrale Européenne, ils sont à Bruxelles, beaucoup à Berlin, à Francfort. Donc, les gens votent, mais ils ne savent même plus pourquoi, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. On leur offre que comme alternative Marine Le Pen, et on voit bien que c'est pas une vraie alternative. Elle est pas compétente, elle avait pas préparé ses dossiers, elle savait rien sur l'euro. C'est une catastrophe. Donc il y a rien en fait. C'est Macron ou rien, ou Marine, ou le fascisme. Donc les gens sont perdus et désorientés, et ce malaise, il n'y a pas de solution, puisque tant qu'on change pas de système, tant qu'on redonne pas des leviers au niveau de l'État-nation, qui est l'endroit où peut s'exercer la souveraineté populaire. Il n'y a pas de souveraineté au niveau européen. Donc, tant qu'on ne redonne pas ces leviers-là, il n'y aura pas de solution. En fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et les Gilets jaunes eux-mêmes n'ont même pas compris que le problème était européen, etc. On voit qu'ils n'ont pas encore bien articulé. Ils n'ont pas compris le lien entre tous leurs problèmes sociaux, démocratiques, etc. et le fonctionnement européen et le fonctionnement de la mondialisation. Lorsque vous dites, Steve, que finalement,
les gens ne se sentent pas, ne s'identifient pas avec le pouvoir qu'ils ont pourtant élu. C'est-à-dire Emmanuel Macron a été plébiscité il y a 1 an et demi à peine. C'est pas si longtemps. Pourquoi finalement est-ce que ce n'est pas lié à cette, on va dire ce que l'on appelle en hébreu cette tendance à être parvé de la part d'Emmanuel Macron, ni à gauche ni à droite, un parti qui est né, on va dire, d'une expérience d'un homme et qui n'a pas de socle idéologique solide. En fait, il n'a pas été plébiscité, c'est ça la vérité. Pas du tout. C'est un vote par défaut. Au premier tour, il fait moins de 25% des voix. Au deuxième tour, une participation vraiment. Mais la République en marche, a une majorité à l'Assemblée. Comment? Oui, mais le score, enfin le pourcentage des inscrits qui ont voté aux législatives pour la République en marche est historiquement bas. On est autour de 20, entre 20 et 25%, mais c'est rien. C'est-à-dire, on construit pas une légitimité, surtout pour faire des réformes de l'ampleur qu'il a voulu faire, Macron. Donc au bénéfice de 1% plus riche dès le premier mois de son mandat, une réforme complète du droit du travail, et puis derrière ça continue avec l'assurance chômage, les retraites, enfin c'est tous azimuts. Comment vous voulez créer le consensus avec moins de 25% des inscrits qui votent pour vous aux législatives? C'est strictement impossible. Dans aucun autre pays, on a voulu faire un tour de force aussi grand que celui qui est en train de faire Emmanuel Macron. Alors, on a vraiment l'impression, donc, comme je le disais, que le mouvement est en train de déraper. Comment, à votre avis, peut-on freiner ces égarements et surtout cette coloration antisémite qui se précise et s'accentue au cours des derniers jours? Alors, je pense que, premièrement, il faut arrêter de se laisser instrumentaliser, nous les Juifs. C'est-à-dire que vraiment, il y a une stratégie du pouvoir de discréditer le mouvement social qui est son ennemi politique, en fait, en l'assimilant à des nazillons, des islamistes qui ont insulté Alain Finkielkraut ou qui font n'importe quoi, des graffitis, etc. Il faut vraiment ne pas se laisser instrumentaliser. Parce que sinon, les Juifs vont être associés au pouvoir. C'est-à-dire, il y a une révolte contre le pouvoir. Je vous ai dit, je pense que cette révolte est largement légitime. Et il ne faut pas que les Juifs soient associés au pouvoir. C'est-à-dire, certains Juifs peuvent, à titre individuel, soutenir, s'ils le veulent, Macron. BHL, il fait ce qu'il veut. Mais les instances communautaires juives ne doivent pas participer à ce jeu. C'est très, très dangereux. Le pouvoir est en train de nous tirer vers lui pour dire, regardez, j'ai les Juifs avec moi, comme si c'était sa bouée de sauvetage, sa caution. Mais nous ne devons pas jouer ce jeu-là. Ça veut dire concrètement, si vous étiez à Paris aujourd'hui, vous ne seriez pas allé à la manifestation ? Non, je ne serais pas allé à la manifestation en expliquant bien pourquoi. Pourquoi alors ? C'est-à-dire que, parce qu'il ne faut pas jouer, il ne faut pas se laisser instrumentaliser par le pouvoir. Et oui, mais comment pouvez-vous imaginer qu'il y a une marche contre l'antisémitisme parce qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme, que ce soit sur les réseaux sociaux, on en parle même dans la presse israélienne de ce matin, mais également donc verbalement, on l'a vu avec une Finkielkraut. Comment la communauté juive peut-elle se mettre en retrait et ne pas soutenir une telle initiative ? Mais vous avez bien vu la manip. Marine Le Pen, encore une fois, va être exclue. Mais pourquoi ? Comme si c'était l'extrême droite. En fait, on continue à faire porter sur l'extrême droite la seule responsabilité de ce qui est en train d'arriver. Mais c'est une aberration, c'est une ineptie. Les personnes qui ont insulté Finkielkraut ne sont pas des personnes affiliées à l'extrême droite. On voit un islamiste qui porte un kéfier et une barbe et qui est classé S. Enfin, tout ça est une manipulation grossière de la réalité. Donc il faut arrêter de tomber dans le panneau à chaque fois. Et quand au contraire on pourrait. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir on a le luxe, dirons-nous, si on est leader de la communauté juive en France, de faire une distinction entre l'antisémitisme salafiste ou l'antisémitisme d'extrême droite Non, mais donc alors on invite Marine Le Pen. Mais c'est pas possible de faire cette manifestation sans Marine Le Pen, alors qu'aujourd'hui les vecteurs les plus importants d'antisémitisme, de l'idéologie antisioniste, sont la France insoumise, des partis comme ça, et qui seront à la manifestation. Oui. Enfin, c'est absurde. Il faut à un moment donné que les Juifs se réveillent. Ils peuvent pas tomber dans le panneau. Et le pouvoir, justement, parlons-en. Quand Sarah Halimi a été tuée, le silence a été total. Oui.
Et c'est là que l'amalgame entre guillemets entre l'islamisme et cet antisémitisme tueur, meurtrier, aurait dû être fait. Mais là, comme par hasard, l'amalgame n'est pas fait. L'amalgame n'existe que quand il s'agit des gilets jaunes. Là, oui, un nazillon qui insulte Finkielkraut, c'est tous les gilets jaunes qui sont antisémites. Mais par contre, l'assassin de Sarah Halimi, non, non, faut pas faire l'amalgame avec l'islamisme. Dans ce cas-là précis, non, il faut pas le faire. Enfin, faut arrêter. Il faut à un moment donné que les juifs français se réveillent, raisonnent par eux-mêmes, arrêtent de se laisser instrumentaliser, parce que ça va mal finir. C'est-à-dire que le pouvoir est aujourd'hui attaqué, il est attaqué légitimement, il n'a aucune réponse, il est en train d'attirer les juifs dans un piège en disant que les juifs seraient solidaires par définition du pouvoir. C'est faux. Il y a des juifs très pauvres, il y a des juifs qui se sentent gilets jaunes. Voilà, et les juifs ne sont pas, en tant que corps communautaire constitué, proches du pouvoir, c'est faux. Ils devraient pas être plus proches de la révolte, plus du pouvoir que de la révolte sociale, et il faut qu'ils le montrent. Parce que sinon, c'est très grave. Et comme il y a cette révolte anti-oligarchique, si les juifs sont associés à l'oligarchie par le fait de nos représentants communautaires, par nos choix, par nos interventions publiques, etc. Et ben voilà, on aura nous-mêmes. Mais non, ils le sont, Steve, ils le sont parce que pas par les responsables de la communauté juive, ils sont par les nazillons, par les extrémistes, par les réseaux sociaux qui se développent. Oui, ils le sont, mais il faut aussi accepter. On peut pas rester silencieux. Oui, mais alors. On a des instances communautaires. Le CRIF organise son dîner annuel. Tout ça va dans la mauvaise direction. Il faut arrêter de s'afficher comme serviteur ou asservi ou proche comme ça du pouvoir. Bon, je suis pas sûr que tout le monde. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire on n'est pas asservi au pouvoir, on réagit à un événement. Il y a un événement qui est choquant et la communauté juive se mobilise autour d'un événement qui est choquant, comme elle s'est mobilisée à l'époque de Carpentras et la République est descendue dans la rue à l'époque de Carpentras. On réagit de la même manière peut-être face à cela, peut-être même sans jeter l'anathème sur l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes. Oui, alors la plupart de ces mobilisations n'ont rien donné, la plupart étaient construites sur des bases intellectuelles fausses, mauvaises, toujours on sent l'ennemi fasciste, etc., qu'il faudrait abattre, la bête immonde, etc. À chaque fois, c'est la même histoire, et à chaque fois, on tombe dans le même panneau. Je veux dire, c'est pas ça. À la manifestation, on va encore désigner l'extrême droite comme la responsable, etc., et on se trompera encore à nouveau. Donc, moi j'appelle à un sursaut moral, un sursaut intellectuel. Vu d'Israël, la situation vraiment semble très très sombre et la lucidité très très rare. Et ça fait très peur de voir nos intellectuels comme ça tomber tous dans le panneau, à part quelques voix très éclairées comme justement Finkielkraut. Et c'était un drame justement que ce soit lui qui soit la cible entre guillemets des gilets jaunes, même si c'était pas des vrais gilets jaunes qui l'ont attaqué, parce que c'est un des rares intellectuels qui justement s'est montré proche du mouvement social et qui un peu sauve l'honneur. Mais sinon, il y a un manque de lucidité qui est affligeant, quoi, de la part de nos élites. Eh bien, on a bien compris votre position, Dr Steve Ohana. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de réagir à cette situation de tension en France. Et à bientôt, bonne journée. Shalom. Au revoir.